Adeptes de la grande toile, bonjour. Si vous nous suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que notre ciné-club ne tourne pas toujours forcément autour d'un long métrage en particulier. Dans le passé, on a déjà fait de l'analyse comparée entre deux films, voire entre un film et un jeu vidéo. Mais on s'est aussi focalisé sur le parcours d'un réalisateur, qui est parfois aussi producteur, sur un studio, sur une année, et même sur un effet spécial. Bon, on va encore tenter un nouveau truc en s'attachant cette fois à une ville, en l'occurrence Chicago, la capitale du Midwest, également surnommée Second City ou Windy City. Au fil des décennies, la ville des vents aura servi de décor à des centaines de films tous genres confondus. Des comédies, des drames, des films de flics, des films de voleurs, des comédies romantiques, des teen movies, des films d'horreur, des films de sport, des films de danse, des films de science-fiction, etc., etc. Elle a été détruite à plusieurs reprises, que ce soit par le feu, par des gros monstres, et 2 fois par des robots de l'espace. Mais bon, rien de plus normal me direz-vous, puisqu'avec ses 2,7 millions d'habitants, il s'agit de la 3e ville des États-Unis en termes de population. Il faut donc s'attendre à ce qu'elle figure également juste derrière les incontournables New York et Los Angeles en termes de présence sur le grand écran. Mais ce n'est pas vraiment le volume de films tournés sur place qui en fait selon moi une ville de cinéma unique en son genre. Ce qui va plutôt nous intéresser dans cet épisode, c'est la relation faite de hauts et de bas que Chicago entretient depuis plus d'1 siècle avec l'industrie du cinéma, et la place toute particulière qu'elle occupe dans le cœur de certains cinéastes et comédiens. Des artistes qui n'auront eu de cesse tout au long de leur carrière de lui crier leur amour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite de cette vidéo pour faire appel à votre générosité et à votre soutien sur les plateformes KissKissBankBank ou sur Patreon. Chacun de vos dons, même les plus petits, nous permet de continuer à animer le ciné-club de Monsieur Bobine. Et remercie d'ailleurs très chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent déjà. Voici les toutes premières images filmées de Chicago. Elles datent de 1896, soit quelques mois à peine après la toute première séance publique de cinéma dans le sous-sol du Grand Café à Paris. On les doit à l'un des opérateurs au service des Frères Lumière, Alexandre Promio, qui avait été envoyé faire le tour du monde pour alimenter le catalogue de la société en prise de vue exotique. Un Chicagoan du nom de William Selig, qui exerce comme magicien et acteur de vaudeville, voit dans cette nouvelle invention l'opportunité de se réinventer et pourquoi pas de faire fortune. Il met au point son propre système de prise de vue et de projection, puis il fonde la Selig Polyscope Company. Installée au cœur de Chicago, la société emploie bientôt pas loin de 200 personnes, produisant à la fois des courts-métrages de fiction et des films promotionnels pour les entrepreneurs locaux. La majorité de ces œuvres est aujourd'hui perdue, mais certaines refont parfois miraculeusement surface. C'est le cas de l'étonnant Something Good Negro Kiss, qui nous présente 2 personnages afro-américains en train de flirter. Le film a été redécouvert en 2017 par un archiviste de l'USC à l'occasion d'une vente immobilière en Louisiane, avant qu'une version un peu plus longue n'émerge à son tour en Norvège. Mais en 1909, Selig déménage son studio à Los Angeles pour profiter du soleil et des paysages variés offerts par la Californie du Sud. Ce départ fait bien les affaires d'une société concurrente créée 2 ans plus tôt à Chicago et baptisée d'après les initiales des noms de ses 2 fondateurs, le producteur George Kespour et l'acteur Gilbert Anderson. Pendant près d'une décennie, plusieurs dizaines de films vont être mis en boîte derrière la façade de la SNF Film Manufacturing Company, qu'on peut toujours admirer aujourd'hui sur Argyle Street. En 1914, la firme casse la tirelire pour s'assurer les services de la star montante Charlie Chaplin. Celui-ci fera 14 films pour SNA, mais un seul sera réellement tourné à Chicago, His New Job, alias Charlie débute, avec dans un rôle secondaire une actrice locale promise à un grand avenir, Gloria Swanson. Les 13 autres seront shootés du côté de San Francisco, là où Gilbert Anderson s'est établi pour filmer ses westerns mettant en scène le personnage de Bronco Billy. Peu friand du climat de l'Illinois et courtisé par plusieurs studios basés à Hollywood, Chaplin ne tardera pas lui non plus à prendre la tangente. Son départ précède de peu celui d'Anderson. C'est le début de la fin pour SNA qui met définitivement la clé sous la porte en 1918, la même année que la Selig Polyscope Company. Une nouvelle figure de pro du cinéma made in Chicago émerge alors en la personne d'Oscar Micheaux. Ce cinéaste a 2 particularités. Tout d'abord, il a fondé sa propre société de production pour avoir les mains complètement libres, devançant de peu le quatuor Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, D.W. Griffiths avec United Artists. Ensuite et surtout, il est afro-américain. À une époque où les blackface sont de rigueur et où de violentes émeutes raciales éclatent à Chicago, voilà qui relève quasiment de l'exploit. Dès ses 2 premiers films, The Homesteader, considéré aujourd'hui comme perdu, et Within Our Gates,
Michaud dévoile très clairement ses ambitions. Démonter les stéréotypes associés aux gens de couleur, toujours aussi vivaces 50 ans après la fin de la guerre de sécession. Il continuera à tracer ce sillon tout au long de sa carrière, mais loin de Chicago, puisque après Within Our Gates, il s'établit sur la côte est entre New York et la Caroline du Nord. Au milieu des années 20, Chicago a définitivement perdu son titre de capitale américaine du muet au profit d'Hollywood. Avec l'avènement du parlant, puis le krach boursier de 1929, les petites sociétés de production éparpillées sur le territoire américain périclitent. Les seuls en mesure de s'adapter sont les Big Five, la MGM, la RKO, la 20th Century Fox, Paramount Pictures et Warner Bros, ainsi que les Little Three, United Artists, Columbia Pictures et Universal Pictures. Et aucune de ces compagnies ne voit l'intérêt d'aller tourner en dehors de la Californie et éventuellement dans les états voisins pour les westerns. Du coup, à ma connaissance, de 1932 à 1943, aucun film n'a été tourné à Chicago. Et pourtant ce n'est pas faute de fournir des sujets en or pour le cinéma. En 1924, la ville est le théâtre de 2 faits divers qui défraient successivement la chronique. Dans les 2 cas, une séduisante jeune femme est accusée d'avoir tué par balle son amant sous l'emprise de l'alcool. Je vous rappelle que nous sommes alors en pleine prohibition. Dans les 2 cas, leurs avocats vont jouer la carte du sensationnalisme et leur obtenir l'acquittement. Et c'est un bel exploit, sachant que plusieurs jurés du procès de Beulah Hannan avaient été révoqués en cours de route car ils la considéraient tout simplement trop belle pour être exécutée. En 1926, la journaliste Maureen Dallas Watkins, qui a couvert les 2 affaires pour le Chicago Tribune, en tire une pièce de théâtre sobrement intitulée Chicago. Elle est adaptée au cinéma dès l'année suivante avec Cecil B. DeMille à la prod et dans le rôle titre, la starlette Phyllis Avers, une des beautés au bain du roi de la comédie muette, Mack Sennett. Un remake voit le jour en 1942 où, codex oblige, Ginger Rogers joue cette fois une innocente aveuglée par les mirages de la célébrité. La pièce sera ensuite reprise sous la forme d'une comédie musicale pour Broadway signée Bob Fosse, qui donnera elle-même lieu à un film en 2002. Vous savez, cette miramaxerie qui a remporté 6 Oscars au nez à la barbe de Gang of New York, Le Pianiste et Les 2 Tours. Si Chicago reste indissociable de la prohibition dans l'inconscient collectif, on le doit en grande partie à ce bon vieux Al Capone, qui était devenu le véritable maître de la ville à cette époque. En 1931, Elliot Ness et son escouade d'agents du trésor américain, surnommés les Incorruptibles, parviennent à le faire tomber pour fraude fiscale. Le Chicago Outfit s'en remettra rapidement, mais avec la Grande Dépression, c'est une autre espèce de criminel qui fait surtout parler d'elle. Les braqueurs de banque ultra-violents comme Bonnie and Clyde, Babyface Nelson, Mitraillette Kelly ou Pretty Boy Floyd. L'un d'eux, John Dillinger, fait de Chicago son terrain de jeu. Il sera finalement abattu dans les rues de la ville par des agents du tout jeune FBI. Ces figures flamboyantes et bigger than life vont inspirer plus d'un cinéaste dès le début des années 30. Mais pendant un demi-siècle, aucun d'entre eux n'aura l'idée ou les moyens de poser sa caméra sur les lieux mêmes de l'action. En 1948, le réalisateur Henry Hathaway signe le film noir Appelé Nord 777 qui s'inspire d'une affaire survenue à Chicago 15 ans plus tôt. Pour l'occasion, il parvient à convaincre la 20th Century Fox de ne laisser tourner les scènes d'extérieur sur place, les intérieurs étant eux shootés en studio, comme d'hab, sur les plateaux de la Fox à Century City en l'occurrence. Malheureusement, cet exemple ne sera quasiment pas suivi. Dans les années 50 et 60, les films hollywoodiens filmés à Chicago se comptent littéralement sur les doigts d'une main, et la ville n'y apparaît généralement que le temps d'une scène ou 2. Hitchcock en fait une escale pour le héros de La Mort aux trousses. Peter Yates y démarre l'intrigue de Bullitt avant de la poursuivre à San Francisco. How did you get here from Chicago? I flew. Norman Jewison a beau y situer toutes celles de sa comédie Gaily Gaily, il préfère délocaliser les prises de vue à Milwaukee, qui ressemble un peu plus selon lui au Chicago de 1910. Il faut dire qu'à cette époque, Chicago est dirigé d'une main de fer par le maire Richard G. Daley, qui est notoirement hostile au tournage dans sa ville. Pour lui, les films hollywoodiens sont tout bons juste à entretenir l'image de cité du crime qu'il s'efforce de son côté de faire disparaître. Ces 6 mandats, un record pour l'époque, vont laisser un souvenir mitigé au sein de la population locale. Pour certains, ces actions de modernisation des infrastructures ont épargné à Chicago de connaître le même déclin que d'autres grandes villes de la Rust Belt, Détroit en tête. Mais pour d'autres, il restera le maire qui a donné l'ordre de tirer à vue sur les éléments les plus perturbateurs lors des émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Cette même année, Chicago accueille la Convention nationale démocrate où doit être nommé le candidat du parti aux prochaines élections présidentielles. It's the Democratic National Convention, honey. Every camera in America is going to be pointed at it, and Daley is not going to let his city turn into a theater of war. Venus des 4 coins du pays, des milliers d'opposants à la guerre du Vietnam se réunissent à Grand Park et tentent ensuite de marcher en direction de l'International Amphitheatre où se déroule la convention. Le Chicago Police Department, toujours sous les ordres de Daley, va violemment réprimer la manifestation à coups de matraque et de gaz lacrymo. Cet événement, resté dans beaucoup de mémoires, a été reconstitué en 2020 dans le film Les 7 de Chicago sorti sur Netflix.
Le résultat est plutôt solide et excellemment dialogué, comme d'habitude avec Aaron Sorkin. Mr. Hoffman, are you familiar with contempt of court? It's practically a religion for me, sir. Mais sur le même sujet, je vous invite plutôt à découvrir l'étonnant Medium Cool de Haskell Wexler, dont il était déjà question dans notre épisode sur Munich. Réalisé par un des chefs opérateurs les plus réputés de la fin des 60s, le film se veut une charge assez violente contre le monde des médias accusé de collusion avec les autorités et de véhiculer plus ou moins consciemment des préjugés sur la communauté noire. Well, for about a year now, the station's been letting the cops and the FBI study our footage. Haskell Wexler en profite aussi pour dénoncer une autre forme de discrimination, celle dont sont victimes les Chicagoans venus des États pauvres et ruraux du Sud. They don't teach you nothing. Well, it's a Chicago school. They gotta teach you something. They don't. They bring a television in there. Mais ce qui fait vraiment la singularité de Medium Cool, c'est qu'il a été tourné en partie pendant les événements qui ont secoué Chicago en août 1968. Persuadé que la Convention démocrate allait être un moment important dans l'histoire de son pays, Wexler s'est arrangé pour filmer sur place, avec une équipe réduite, ses deux comédiens principaux. On voit ainsi Robert Forster évoluer au sein de l'International Amphitheatre, ce qui nous donne droit à un caméo involontaire du vrai Richard Daley. Pendant ce temps, Verna Bloom erre à la recherche de son fils disparu au milieu des militants anti-guerre réunis à Grand Park. Ce que le réalisateur avait un peu moins prévu, c'est la violence qui s'est soudainement abattue sur les manifestants. À ce moment-là, la pauvre mère de famille, avec son air hagard et sa robe jaune reconnaissable de très loin, préfigure non plus Munich, mais un autre film de Steven Spielberg. La grosse différence, c'est que le chaos autour d'elle n'est pas le moins du monde chorégraphié. Et d'ailleurs, au moment où les gaz lacrymaux sont lâchés, on entend distinctement un technicien hors champ mettre en garde le réalisateur. Sauf que voilà, Haskell Wexler ne s'est pas encombré d'un preneur de son au moment du tournage. Cette voix qui brise le quatrième mur a en fait été rajoutée en post-production et est celle du propre fils du cinéaste. Wexler prend donc un malin plaisir à semer la confusion permanente entre ce qui est réel et ce qui est mis en scène. Tout cela dans le but, j'imagine, d'amener le spectateur à questionner la nature des images qui lui sont montrées et à se prémunir des tentatives de manipulation d'où qu'elles viennent. Bref, si vous voulez découvrir un fleuron du cinéma contestataire des 60s qui n'a rien perdu de sa modernité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans les années 70, Chicago reprend un peu du poil de la bête question représentation au cinéma, avec en moyenne 3 tournages par an, et pas juste pour mettre en boîte quelques plans d'extérieur. Plusieurs grosses stars de l'époque prennent leur quartier dans la ville. Paul Newman et Robert Redford pour L'Arnaque, Kirk Douglas et John Cassavetes pour Le Fury de Brian De Palma, ou encore William Holden pour la suite de La Malédiction. Mais c'est avec les glorieuses 80s que Chicago retrouve enfin son ancien statut de ville de cinéma. Et ce revival inespéré, on le doit à 2 maîtres d'œuvre. John Belushi et Dan Aykroyd se sont rencontrés en 1973 et ont instantanément noué une solide amitié, nourrie entre autres choses par leur passion commune pour le Chicago Blues. Les Blues Brothers sont apparus pour la première fois sur la scène du Saturday Night Live en 1976 dans des costumes d'abeilles qui ne dureront heureusement qu'un temps. Face au succès grandissant de leurs prestations, Aykroyd et Belushi s'entourent de véritables musiciens et sortent un premier album qui se vend comme des petits pains. L'idée d'un passage au long métrage s'impose assez rapidement. Pour diriger tout ça, John Belushi suggère le nom de John Landis, le réalisateur qui l'a fait tourner dans son premier film American College, un natif de Chicago comme lui. La ville a donc toutes les raisons pour devenir le décor principal des Blues Brothers. Mais il faut toutefois convaincre la municipalité d'accepter toutes les extravagances prévues dans le scénario. La fameuse poursuite finale notamment implique de réquisitionner pas moins de 70 voitures de police et d'en détruire un certain nombre. En guise de bouquet final, la Bluesmobile doit traverser de part en part le Richard J. Daley Center, un gratte-ciel baptisé d'après l'ancien maire de la ville. Il n'est d'ailleurs pas interdit de voir dans cette longue scène de destruction massive et sa conclusion, une forme de revanche par rapport aux violences exercées par les policiers aux ordres de Daley lors de la Convention démocrate de 1968. Use of unnecessary violence in the apprehension of the Blues Brothers has been approved. Fort heureusement, la maire de l'époque, Jane Byrne, n'est pas contre l'idée de se payer la tronche de son prédécesseur, bien au contraire. Elle voit aussi dans ce film, qui bénéficie d'un budget extrêmement élevé pour une comédie, une belle opportunité pour l'économie locale. Landis obtient donc carte blanche pour mettre sans dessus dessous tout le centre-ville de Chicago pendant plusieurs semaines. Niveau tôle froissée, les Blues Brothers mettent un peu la misère à un autre film tourné exactement au même moment à Chicago,
Le chasseur, dont on se souvient surtout comme la dernière prestation à l'écran de Steve McQueen, un gars généralement sûr quand il s'agit de faire des cascades en bagnole ou à moto, mais là, comme dirait un autre expert dans le domaine, tu peux pas tester. I've always loved you. Énorme succès aux États-Unis comme à l'international, les Blues Brothers va dépasser toutes les espérances de la maire de Chicago et remettre littéralement la ville au centre de la carte. En 1980, le Chicago Film Office voit le jour pour travailler de concert avec toutes les productions qui commencent à revenir en masse. La barre des 10 tournages par an est franchie en 1985, ce qui n'est pas arrivé depuis 67 ans. Du coup, l'année suivante, quand Brian De Palma se lance dans l'adaptation au cinéma des Incorruptibles, il n'est plus question de tourner en studio à Los Angeles comme dans la série des années 60. Pour recréer l'affrontement légendaire entre Elliot Ness et Al Capone, De Palma et son équipe vont se balader aux quatre coins de la ville, du pont de Michigan Avenue à la Roosevelt University, en passant par la basilique Notre-Dame des Douleurs, les toits du Chicago Cultural Center, et bien sûr la gare pour la scène la plus célèbre du film où De Palma s'amuse à refaire le cuirassé Potemkin. C'est d'ailleurs assez marrant de se dire que cette recherche d'authenticité est le fait d'un cinéaste réputé avant tout pour son maniérisme et son discours sur la nature artificielle et mensongère des images. N'empêche, sa démarche va faire jurisprudence auprès des autres cinéastes qui seront tentés de revisiter les grandes heures du crime organisé de Chicago avec le faste visuel qui s'impose. Des gars comme Sam Mendes par exemple, pour son adaptation du roman graphique Les Sentiers de la Perdition. Secondé par le grand production designer Dennis Gassner et le non moins grand chef opérateur Conrad L. Hall, qui gagnera un Oscar posthume pour son superbe travail, il va tourner intégralement le film dans et autour de Chicago. En 2009, Michael Mann investit à son tour Union Station pour les besoins de son Public Enemies centré sur les derniers mois de John Dillinger. Poussant le souci de réalisme jusqu'au bout, il tournera le final de son film sur les lieux mêmes où le bandit a été abattu en 1934. Au milieu de tout ça, le Chicago de Rob Marshall fait donc figure d'exception, puisqu'en dépit de son titre, il a été shooté quasi intégralement et pour des raisons de crédit d'impôt à Toronto. Depuis les années 80, la ville a accueilli à peu près 600 tournages, le pic ayant été atteint en 1998 avec pas moins de 31 films. Par une étrange ironie de l'histoire, Chicago a même fini par jouer autre chose que Chicago. Michael Bell a ainsi transformé en ville chinoise pour les besoins de Transformers 4. La fameuse scène du métro aérien de Spider-Man 2 y a été en grande partie tournée. Elle a servi de doublure à Metropolis dans Man of Steel. Et à Gotham City dans à peu près la moitié des films Batman, ce qui est assez logique au final quand on sait que le Chicago gangréné par le crime des années 30 a pas mal servi d'inspiration à Bob Kane et Bill Finger quand ils ont créé le personnage et son univers. Si Christopher Nolan montrait une certaine volonté de styliser la ville de Batman Begins, son obsession du réalisme l'a clairement fait revoir ses plans pour la suite. Du coup, dans The Dark Knight, ça ne fait pas un pli, Gotham City c'est Chicago à un point presque perturbant. Oh la Chicago River, tiens la Sears Towers, oh et ça ce serait pas la rue qu'on voit dans Les Incorruptibles? Ah bah si. Au risque de faire hurler les Christopher Nolanistes les plus convaincus, on peut trouver la démarche de Matt Reeves un peu plus originale et subtile, puisque la Gotham City de The Batman est une ville composite, avec des bouts de Chicago, Glasgow et Liverpool. Au milieu de tous les landmarks qu'offre Chicago, le plus connu et emblématique est très probablement le métro aérien, surnommé The L. Pour les directeurs photos, il habille très joliment l'arrière-plan. Et pour les monteurs, il n'y a pas mieux comme plan de transition entre deux scènes. Il tient aussi lieu de décor à un paquet de scènes. Des scènes de bagarre, des scènes de course-poursuite, 4763. Pursuit has left the interstate. Now we're on the L. Des scènes de zizi pampan, et des scènes de je sais pas trop quoi. Le L a très probablement inspiré Christopher Nolan et David S. Goyer pour le climax de Batman Begins, et il occupe une place carrément centrale dans la comédie romantique L'amour à tout prix de ce brave John Turteltaub. Vous l'avez probablement oublié depuis longtemps, mais ce film a été l'un des succès surprises de l'année 1995, et a fait de Sandra Bullock la nouvelle incarnation de la Girl Next Door. Comme par hasard, 2 ans plus tard, Julia Roberts nous a dégainé sa propre rom-com 100% made in Chicago, Le mariage de mon meilleur ami, qui lui a permis de retrouver son statut perdu de petite fiancée de l'Amérique. Mais malgré ses allures de dépliant touristique, est-ce qu'on peut dire du film de P.J. Hogan qu'il est vraiment chicagoan?
Est-ce qu'il parle tant que ça de la ville et de ses habitants? Est-ce que ça aurait vraiment changé grand chose à l'intrigue si elle s'était déroulée sur la côte Est? Perso, j'en suis pas sûr. That's our maid of honor. She's from New York. Quand il se lance en 2010 dans une autre comédie sur le thème de l'amitié contrariée, Ron Howard, lui, a choisi très spécifiquement Chicago comme décor de son histoire. D'une part parce qu'il connaît bien la ville pour y avoir tourné Backdraft 20 ans plus tôt, d'autre part parce qu'il pense qu'elle peut apporter une forme de plus-value à son film. Cette ville a une ambiance très particulière, une simplicité, un côté terre-à-terre qui imprègne en profondeur l'histoire et les relations des personnages. Le film n'aurait pas eu le même feeling à New York, Boston, LA ou San Francisco. Ce à quoi Vince Vaughn, son comédien principal, originaire du coin, tout comme le scénariste, ajoute « Chicago apporte une touche supplémentaire au film. C'est toujours important de restituer fidèlement le contexte d'une histoire. Cela permet d'adhérer encore davantage au film. Et plus vous collez à la réalité d'une ville, plus les gens le ressentent d'où qu'il soit. » Bon, par contre, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur de l'ambition. Bon, faut dire aussi que le côté réaliste et terre-à-terre prend un petit coup dans l'aile quand le personnage principal habite dans un luxueux duplex et roule au volant d'une Dodge Challenger de collection. Pour un aperçu un peu plus authentique de la vie des Chicagoans, mieux vaut se tourner vers un film sorti 2 ans plus tard, Drinking Buddies, alias Ivresse entre amis. En parfait représentant du mouvement indé Mumblecore, le film met en scène des trentenaires pas très heureux dans leur vie de couple et dont les échanges sont en grande partie improvisés par les comédiens. Dans sa recherche du naturalisme, le réalisateur Joe Swanberg garde volontairement ses distances avec tous les coins touristiques de Chicago et s'interdit le moindre establishing shot sur le métro aérien ou le Riverwalk. Un spectateur lambda pourrait en déduire que la ville n'occupe qu'un rôle anecdotique dans le récit. Mais les Chicagoans, eux, la reconnaîtront sûrement bien plus que dans tous les mariages de mon meilleur ami du monde, justement parce que le film se concentre sur les lieux qu'ils fréquentent au quotidien. Les bars de quartier où on se retrouve après le boulot, les spots un peu reculés où on va se ressourcer le week-end, ou encore les appartements exigus qu'on doit quitter pour emménager dans un truc encore plus minuscule. Comme son titre le laisse supposer, il est beaucoup question d'alcool au pluriel dans Drinking Buddies, mais pas n'importe lesquels. Les personnages d'Olivia Wilde et de Jack Johnson travaillent dans une authentique brasserie locale, Revolution Brewing, et passent le film à consommer des bières et des liqueurs fabriquées exclusivement à Chicago. 2 shots of Malort. No. Right from the basement. Go on. I'm not drinking Malort. You're gonna have a shot. What, it's a Chicago tradition? Pas besoin d'une grande culture brassicole pour être sensible à ce genre de détails qui rendent le film à la fois plus incarné et plus singulier. Les mêmes qualités sont à l'œuvre dans High Fidelity sorti sur les écrans en 2000. C'est l'acteur principal du film, John Cusack, qui s'est lui-même chargé d'adapter le livre de Nick Hornby en compagnie de 2 de ses amis d'enfance devenus scénaristes, David DeVincentis et Steve Pink. Le premier réflexe d'écriture des 3 compères a consisté à déplacer l'intrigue, qui se situait originellement à Londres, dans leur ville natale. Je vais peut-être choquer pas mal d'anglais, mais la transposition de l'histoire à Chicago s'est faite très simplement. En lisant le livre, j'ai tout de suite pensé à des endroits bien précis de Chicago. J'ai vu l'école de Rob, la fac qu'il a abandonnée, les magasins où il allait écouter des disques. Quand j'étais jeune, je connaissais 2 ou 3 boutiques où bossaient des types comme Rob, Dick et Barry. Pour mettre en scène le film, la production se tourne vers le Britannique Stephen Frears. Un choix malin puisque c'est l'exemple parfait du cinéaste avec un pied en Europe et l'autre aux États-Unis. Donc une forme de garantie que le ton très anglais du livre ne sera pas trahi. Le bonhomme a aussi l'avantage de s'entendre à merveille avec John Cusack, qu'il a déjà dirigé dans Les Arnaqueurs, et d'être familier de Chicago qui servait de décor à la comédie cynique Héros malgré lui. Bon, le cinéma de carte postale, c'est pas trop son truc à Frears. Aussi, quand sa caméra s'attarde sur des lieux emblématiques de Chicago, c'est avant tout pour les relier directement à l'histoire de son personnage de disquaire fauché et malchanceux en amour. John Dillinger was shot dead behind that theater in a hail of FBI gunfire. You know who tipped him off? His fucking girlfriend. High Fidelity nous fait découvrir un Chicago méconnu. Celui du quartier artistique de Wicker Park. Celui des bars et des clubs où se produit la scène musicale alternative. Grâce aux bons soins de l'équipe déco et celle des costumes, les références pullulent tout au long du film à d'obscurs labels et studios locaux, ou encore à des concerts ayant eu lieu à Chicago dans les années 90. Alors certes, tous ces easter eggs sont principalement destinés aux geeks obsessionnels comme Rob Gordon et ses potes, mais aussi aux Chicagoans pur jus. Ce qui explique sans doute pourquoi High Fidelity se retrouve quasi systématiquement cité dans le top 5 des meilleurs films sur la ville des vents. Cet ancrage dans un Chicago réaliste et peu vu au cinéma participe aussi à la réussite de 2 films d'horreur des années 90, Hypnose de David Koepp et Candyman de Bernard Rose. Le premier s'inspire du roman de 1958, A Stir of Echoes, signé Richard Matheson. Comme souvent chez lui, le fantastique surgit au milieu d'un décor de banlieue américaine, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un principe repris depuis dans un bon paquet de films, notamment chez Steven Spielberg. Pour s'en démarquer,
Kup a donc choisi de relocaliser l'intrigue dans un nouvel environnement. Son Monsieur Tout-le-Monde brusquement confronté à l'éruption du surnaturel est donc désormais un prolo vivant dans le quartier de Jacobo qui concentre une bonne partie de la communauté polonaise de Chicago. Un choix narratif assez payant qui apporte un supplément de personnalité bienvenu à cette solide série B. Goddamn right, it's not a poor country. This is the best neighborhood in the city of Chicago. That's because we all look out for each other. And that is saying a lot as we approach the year of our Lord 2000. Quand il s'attaque à l'adaptation de la nouvelle The Forbidden de Clive Barker, le cinéaste anglais Bernard Rose doit lui aussi faire quelques aménagements, principalement parce que ses capitaux sont américains. Le récit est donc déplacé de Liverpool, la ville de naissance de Barker, à Chicago, dans le quartier de Cabrini Green plus précisément. Ce grand ensemble a été construit entre les années 40 et 60 dans le secteur de Near North Side, à quelques kilomètres seulement du Loop, le prestigieux quartier d'affaires. Administré par l'Office public de l'habitat de Chicago, il se composait principalement de logements sociaux qui ont d'abord pris la forme de petites maisons et d'immeubles à 2 ou 3 étages, avant de laisser place à des super blocs rappelant beaucoup nos propres banlieues. Dans les 70s, les 15 000 habitants du quartier, majoritairement afro-américains, voient leurs habitations se détériorer à vitesse grand V sans que les pouvoirs publics lèvent le petit doigt. Le chômage de masse s'installe, la drogue et les gangs aussi, et Cabrini Green devient de l'avis général le pire endroit où vivre à Chicago. Il constituait donc un cadre idéal pour les agissements du Candyman, creepy as way, assez éloigné des décors où sévissent habituellement les autres boogeymen, et suffisamment évocateur pour que les thématiques du film n'échappent à personne. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. S'il y a quelqu'un qui a dû grincer des dents en découvrant la vision sordide de Cabrini Green proposée dans Candyman, c'est le scénariste Eric Monte. Né dans ce quartier au milieu des années 40, il s'est fait connaître en développant pour CBS la toute première sitcom centrée sur une famille afro-américaine. Une famille de prolos, contrairement au futur Cosby Show et autres princes de Bel-Air vivant dans un HLM de, vous l'avez sûrement reconnu, Chicago. Bien que la série ait duré 6 saisons, Eric Monte a très vite pris la tangente pour écrire le scénario d'un long métrage sorti en salle en 1975, Cooley High. Ce pur coming of age a souvent été comparé au American Graffiti de George Lucas sorti 2 ans plus tôt. Les deux films nous ramènent au début des 60s et nous font suivre les pérégrinations de quelques lycéens alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans la vie d'adulte et à prendre des routes différentes. Sur fond de tubes de l'époque, ici ceux de la Motown, on les voit glander, faire des conneries et essayer de tirer leur coup. Mais progressivement, la comédie potache cède le pas à un ton plus doux amer, voire mélancolique, avant de se conclure sur une note tragique. Le titre du film fait référence à la Cooley Vocational High School, une véritable école publique fréquentée par les gamins de Cabrini Green. Et c'était justement le cas de Eric Monte dans la première moitié des années 60, à l'époque où il situe son récit, ce qui fait donc de Cooley High un film en partie autobiographique. L'un des deux personnages principaux, Preach, semble même être littéralement son double à l'écran, puisqu'il s'agit d'un aspirant écrivain qui se verrait bien tenter sa chance à Hollywood. Oh man, as soon as I get out, I'm off like a big black bird to Hollywood. I'm gonna be a famous writer, man. Avec Cooley High, l'idée de Monte n'est pas de dénoncer les conditions de vie dans des quartiers défavorisés de Chicago. Au contraire, il cherche plutôt à en dévoiler une facette un peu plus lumineuse, loin des clichés habituels, et basée sur son expérience personnelle. J'ai grandi à Cabrini Green, et c'est là que j'ai passé les meilleures années de ma vie. Je m'éclatais à chaque instant. 20 ans après sa réalisation, Cooley High va trouver une forme d'écho dans le documentaire Hoop Dreams signé Steve James. On y suit le parcours de William Gates et Arthur Agee, deux jeunes blacks nés dans les quartiers pauvres de Chicago, Cabrini Green pour l'un, West Garfield pour l'autre, qui rêvent de devenir champions de basket, comme le personnage de Cochise dans Cooley High donc. Steve James commence à les filmer en 1987, alors qu'ils viennent d'obtenir une bourse d'études pour intégrer la St. Joseph High School, une prestigieuse école d'où sont sortis des stars de la NBA. Le cinéaste va leur coller au basque pendant 6 longues années, emmagasinant à peu près 250 heures de rush. Ce qui l'intéresse surtout, ce sont toutes les embûches qui viennent se dresser sur le chemin des deux basketteurs. Les 3 heures de trajet qu'ils doivent se farcir chaque jour entre l'école et leur quartier, leurs difficultés d'intégration dans un monde conçu avant tout pour les blancs aisés, leur famille qui galère à s'acquitter de leur part dans les frais de scolarité, la pression infernale que tout le monde leur met plus ou moins consciemment. Bref, si vous voulez voir un docu sur le rêve américain et les vertus du sport comme ascenseur social, passez plutôt votre chemin. 4 years ago, that's all I used to dream about was playing in the NBA. I don't really dream about it like that anymore. En même temps, Hoop Dreams est produit par Cartem Queen Films, une boîte de Chicago dont le credo n'a jamais varié d'un pouce depuis sa création dans les années 60. Tous ces films que nous venons de citer ont pris avec le temps une certaine valeur historique. La St. Joseph High School de Westchester a fermé ses portes l'an dernier.
Les barres d'immeubles décrépites de Cabrini Green, quant à elles, ont été progressivement détruites entre 1995 et 2011. Depuis, le quartier est devenu littéralement méconnaissable, comme on peut s'en rendre compte dans le récent remake, reboot, Legacy sequel ou je sais pas quoi de Candyman. Cette transformation radicale joue d'ailleurs un rôle important dans l'intrigue, au point qu'on se demande si ce n'est pas le mot gentrification qu'il faut maintenant prononcer 5 fois devant le miroir pour convoquer le tueur au crochet. It was the projects, affordable housing that had a particularly bad reputation. You would never know. Yeah, because they tore down and gentrified the shit out of it. Speaks in didactic knee-jerk cliches about the ambient violence of the gentrification cycle. The hood, gentrification, etc. Artists gentrify the hood. Les frontières plus ou moins visibles, plus ou moins étanches, qui séparent aux États-Unis les riches des pauvres, les blancs des noirs, est aussi une des thématiques de l'excellent polar Les Veuves, sorti en 2018. Après le succès critique et public de 12 Years a Slave, le réalisateur britannique Steve McQueen a décidé d'adapter une série télé anglaise du début des années 80 qui l'avait fortement marqué dans sa jeunesse. Dans une démarche assez similaire à celle de Bernard Rose sur Candyman, il a choisi de délocaliser l'intrigue, située originellement à Londres, dans une grande ville américaine. Vous avez probablement deviné laquelle. Voilà comment son chef-op attitré Sean Bobbitt justifie cette décision. Chicago est un lieu remarquable à bien des égards. C'est une sorte de microcosme de la société américaine. Une des choses qui ne cessait de nous étonner, Steve et moi, c'est la proximité géographique entre d'un côté un étalement de richesse et de l'autre une extrême pauvreté, littéralement côte à côte. Nous n'arrêtions pas de nous dire, comment est-ce qu'on montre ça à l'écran? La solution trouvée par Steve McQueen va prendre la forme d'un plan de séquence de 2 minutes 20 assez simple dans son exécution, mais diablement éloquent. Ce qui tranche pas mal avec tous les trucs tape à l'œil mais un peu vains auxquels le cinéma d'action nous a habitués depuis 10 ans. Le plan intervient à la fin de la scène centrée sur le personnage campé par Colin Farrell. Jack Mulligan est un candidat au poste de conseiller municipal du 18e district de Chicago, un coin de la ville peuplé à 85% de noirs et d'hispaniques, dont un grand nombre vivent sous le seuil de pauvreté. Pour se faire élire, il est mis tout sur un programme censé soutenir financièrement les femmes afro-américaines dans la création de leur business. Mais cette belle initiative est en réalité une façade pour justifier en loose day des contrats publics bien juteux qui ne profiteront clairement pas aux habitants du district. Quand un journaliste l'interpelle sur le sujet en plein meeting, Mulligan préfère ne pas faire de vieux os et disparaît dans sa voiture avec chauffeur en compagnie de sa directrice de campagne. Plutôt que de poursuivre la scène à l'intérieur de l'habitacle, comme le lui ont gentiment suggéré les exécutifs de la 20th Century Fox, Steve McQueen fait un étonnant choix de mise en scène en gardant sa caméra fixée sur le capot de la voiture. Tandis que Mulligan échange en off avec son bras droit, révélant sa nature hypocrite, bleute et ouvertement raciste, le spectateur est invité à contempler l'environnement dans lequel vit une bonne partie de son électorat. What are we fighting for this? I mean, you know how many shootings happened in this city last weekend alone? 34! These people are killing each other. This is not where I want to raise my children. Au détour d'un virage, la caméra effectue un discret panoramique gauche-droite qui nous révèle des bâtiments d'un tout autre standing. Nous sommes toujours dans le 18e district, mais une frontière vient d'être franchie. La voiture finit par s'arrêter devant le quartier de campagne de Mulligan, qui est aussi la demeure familiale. Pas besoin d'en montrer ou d'en dire plus pour nous faire comprendre que le personnage est avant tout animé par un mépris de classe. S'il y a un cinéaste ricain qui s'est penché avec une constance exemplaire sur la question de la condition des Noirs dans son pays, c'est bien Spike Lee. Son 22e film ne fait pas exception à la règle. Pour le coup, il a délaissé sa ville de prédilection, New York, pour poser ses caméras dans le South Side de Chicago. Le titre du film, involontairement drôle auprès du public français, fait écho non seulement au nom du héros, mais aussi à l'un des derniers surnoms donnés à la ville depuis que le constat suivant a été fait. Homicides in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American Special Forces in Iraq. Spike Lee décide de traiter ce sujet de façon inattendue, en adaptant à sa sauce la pièce antique Lysistrata, qui, comme toutes les œuvres d'Aristophane, est une comédie. Le résultat est un drôle d'objet qui part littéralement dans tous les sens. Certaines scènes jouent à fond la carte du pathos. D'autres celles de l'humour nawak. Jennifer Hudson, Angela Bassett et John Cusack ont l'air de vouloir à tout prix décrocher une nomination aux Oscars. Patty's gone because guns have become a part of America's wardrobe. Mais le reste du casting semble avoir reçu d'autres consignes de la part du réalisateur. Notamment Wesley Snipes, qui campe un chef de gang moyennement badass. You need active duty booty. Active duty booty. Et Samuel L. Jackson dans le rôle du corps grec qui fait du Samuel L. Jackson.
sank the Titanic with a frozen turd, then won 10 Grammys and didn't sing or rap one goddamn motherfucking word. Entre deux films, Spike Lee donne des cours de cinéma à la Tisch School of the Art de New York. Certains de ses étudiants finissent par embrasser une carrière de cinéaste. C'est le cas de Shaka King, qui a signé en 2020 un premier long métrage très remarqué, où on peut clairement déceler l'influence de son ancien professeur, Judas and the Black Messiah. Ce fameux Messie noir, c'est Fred Hampton, le charismatique leader du Black Panther Party de l'Illinois, assassiné dans son sommeil en 1969 lors d'un assaut mené à son domicile par le FBI et le Chicago Police Department. Il avait à peine 21 ans. Looks like he's gonna make it. He's good and dead now. Bon, alors il y a aussi des films sur la communauté afro-américaine de Chicago qui respirent un peu plus la positive attitude, hein. Comme par exemple Soul Food ou la saga Barbershop avec Ice Cube. Au générique de tous ces chefs-d'œuvre, on retrouve le nom de George Tillman Jr., un réalisateur-producteur né à Milwaukee, mais qui a fait de Chicago sa ville de cœur depuis ses études au Columbia College. Et c'est ce qui m'amène à la principale raison pour laquelle j'ai choisi de parler de cette métropole en particulier dans l'épisode. Chicago, en effet, me semble avoir un petit truc en plus par rapport aux autres grandes villes américaines, y compris par rapport aux deux superstars du cinéma US que sont New York et Los Angeles. Un petit truc qu'on pourrait résumer en 3 mots tout simples. Au-delà du nombre grandissant de films tournés sur place, qui exploitent plus ou moins habilement son histoire et sa géographie, ce qui m'étonne le plus, c'est l'incroyable fidélité dont ont fait preuve tous les grands noms de l'industrie hollywoodienne qui y sont nés ou y ont démarré leur carrière. On connaît tous l'amour que portent à New York des cinéastes comme Martin Scorsese, Spike Lee ou Woody Allen. Pour Shyamalan, c'est Philadelphie, et pour Barry Levinson, c'est plutôt Baltimore. Mais Chicago les explose tout à plat de couture. Si vous le voulez bien, on va commencer par un petit pas de côté en évoquant deux noms, Roger Ebert et Gene Siskel. On serait aux États-Unis, je n'aurais probablement pas besoin d'en dire plus, puisque tous les Américains les connaissent. Mais bon, on est en France, alors disons que ce sont les deux critiques de cinéma les plus célèbres du pays, avec Pauline Kael. Pendant une bonne vingtaine d'années, ils ont co-animé plusieurs émissions télé, où ils passaient en revue toutes les sorties en salle, distribuant des pouces en haut et des pouces en bas qui sont devenus leur marque de fabrique. Mais malgré leur succès à la télé, Ebert et Siskel n'ont jamais cessé d'écrire jusqu'à leur mort dans les deux quotidiens où leur plume s'était fait connaître, le Chicago Sun-Times pour l'un et le Chicago Tribune pour l'autre. Autre institution ultra connue aux States, mais nettement moins de ce côté-ci de l'Atlantique, la compagnie de théâtre The Second City, qui a sa création à Chicago en 1959, a été baptisée d'après un des surnoms de la ville. Spécialisée dans l'impro et des interactions avec le public, elle a acquis au fil du temps une réputation de pépinière de talent. Le Saturday Night Live, notamment, y a puisé au fil des années une palanquée de comédiens qui se sont ensuite réorientés vers le cinéma. Les deux précurseurs de cet exode menant de Chicago à New York, puis de New York à Hollywood, sont bien évidemment John Belushi et Dan Aykroyd, dont on a déjà parlé plus tôt. En revenant dans la ville où tout a démarré, pour les besoins des Blues Brothers, ils ont pour ainsi dire bouclé la boucle. Après ce que Gene Siskel tenait pour le meilleur film jamais fait sur Chicago, Belushi est resté dans les parages pour son projet suivant, Deux drôles d'oiseaux, alias Continental Divide, la toute première production Amblin. Un vrai bon film de Chicagoan, puisque son personnage est inspiré d'une authentique figure locale, le journaliste Mike Royko, lauréat du prix Pulitzer et auteur d'une biographie non autorisée du fameux maire Richard J. Daley. On ne saura jamais si John Belushi aurait poursuivi sur cette lancée, vu qu'il a cassé sa pipe un an après. Ce qui est sûr, c'est que son petit frère Jim semble s'être fait un devoir d'apparaître dans un maximum de films tournés à Chicago. L'un d'entre eux est d'ailleurs réalisé par Bonnie Hunt, qui est elle aussi passée par la case Second City et qui est native de la ville des vents. Autre membre émérite de la Belushi Connection, ce bon vieux Harold Ramis. Lui aussi s'est régulièrement efforcé de donner un rôle à sa ville natale dans ses films. Le Golf en folie, Bonjour les vacances, Club Paradis, ou encore le méconnu Stuart sauve sa ville, adapté d'une série de sketchs pour le SNL. Son chef-d'œuvre incontesté, Un jour sans fin, a beau se dérouler dans la vraie ville de Punxsutawney en Pennsylvanie, où l'on célèbre bien chaque année le jour de la marmotte, il n'a pourtant pas du tout été tourné à Punxsutawney en Pennsylvanie, mais à Woodstock, une petite ville de l'Illinois située dans la lointaine banlieue de Chicago. I, for one, am very grateful to have been here. From Punxsutawney, this is Phil Connors. So long. Avant de se lancer dans le cinéma, Ramis avait fait ses premières armes dans la troupe de The Second City, puis comme homme à tout faire sur l'émission Second City Television, d'abord diffusée au Canada, puis aux États-Unis. En 2016, 2 ans après sa mort, la compagnie de théâtre lui a rendu un hommage en créant à Chicago la Harold Ramis Film School, entièrement dédiée à la comédie. Bon, alors maintenant un petit quiz. Si je vous dis un acteur canadien né en Ontario, passé par la troupe de Toronto de The Second City puis celle de Chicago,
puis le Saturday Night Live, où il officie à la fois comme comédien et scénariste, et qui au bout de quelques années a pu transposer au cinéma son personnage le plus populaire. Vous me répondez? Dan Aykroyd? Alors oui, bon, mais on en a quand même déjà pas mal causé de Dan Aykroyd, donc je vous accorde seulement un demi-point. La réponse que j'attendais, c'est Mike Myers. Et oui, Mike Myers, qui bien avant Austin Powers avait déjà créé un autre personnage culte. My name is Wayne Campbell. I live in Aurora, Illinois, which is a suburb of Chicago. Excellent. Son passage par Chicago dans les années 80 aura donc visiblement marqué Myers, qui rend hommage à la ville à sa façon. Wayne et Garth aiment par exemple traîner chez Stan Mikita Donuts, un diner fictif baptisé d'après un joueur de hockey de l'équipe des Blackhawks de Chicago, qui fait d'ailleurs un petit caméo dans le film. Du côté des réalisateurs, La Ville des Vents semble exercer le même pouvoir d'attraction. En fait, je n'ai trouvé que 2 exemples de cinéastes nés à Chicago qui n'ont jamais daigné y poser leur caméra, Robert Zemeckis et Don Siegel. Tous les autres semblent avoir ressenti le même besoin de mettre en scène leur ville de naissance, et pas qu'une fois. Certains l'ont fait au début de leur carrière, comme Philip Kaufman, ou encore John McNaughton. Après un premier galop d'essai qui l'a fait connaître auprès des cinéphiles un peu déviants, le perturbant Henry Portrait d'un serial killer en 1986, I love Chicago. Celui-ci est retourné à Chicago pour les besoins de son 4e long métrage, Mad Dog and Glory, un film quelque peu tombé dans l'oubli malgré ses évidentes qualités, mais qui aura quand même permis à McNaughton d'entamer une collaboration avec un illustre chicagoan, Bill Murray. S'il y a un cinéaste réputé pour filmer les villes comme personne, c'est bien Michael Mann. On pense forcément à sa façon de sublimer Los Angeles de nuit dans Heat ou Collateral. Mais ce talent unique était à l'œuvre dès son premier film, Le Solitaire, sorti en 1981, où Chicago apparaissait déjà comme un personnage à part entière. Devant sa caméra, on retrouve 2 concitoyens qui ont fait aussi leur début sur grand écran, James Bellucci et Dennis Farina. Ancien membre de la brigade de la lutte contre les cambriolages de Chicago, celui-ci a d'abord été engagé comme consultant pour le film, avant d'être promu comédien. Ce sera le début d'une longue carrière où Farina va généralement alterner entre des rôles de flic et de gangster. Dans les années 80, Michael Mann fera de nouveau appel à lui pour les besoins de Sixième Sens et de la série Crime Story, qui contiennent tous les 2 des scènes tournées à Chicago. Et Farina aurait parfaitement pu avoir sa place dans le casting de Public Enemies, dont on a déjà causé au début de l'épisode. Mais bon, il s'est contenté de venir dire coucou à son vieux copain à l'avant-première du film, qui s'est bien évidemment déroulé à Chicago. Dramaturge, romancier, essayiste, réalisateur, scénariste pour le cinéma, la télévision et la radio, David Mamet est ce qu'on appelle un touche-à-tout. Malgré tout, sa signature se reconnaît sans trop de peine. Par exemple à sa manière d'écrire des dialogues, le Mamet Speak, comme certains l'appellent, mais aussi à ses choix de casting récurrents, ou encore à ses intrigues pleines de jeux de dupes et ses personnages pris dans des engrenages infernaux, pour reprendre le titre de son premier film. Sans oublier bien sûr la présence régulière dans son œuvre de la ville où il est né et où il a fondé une compagnie de théâtre en 1972. C'est le cas des Incorruptibles dont il a signé le scénario. Du film Parrain d'un jour, avec son acteur fétiche dans les années 80, John Mantegna, un Chicagoan bien sûr. Du roman sobrement intitulé Chicago. Des pièces de théâtre Glengarry Glen Ross, Le moteur à eau et Tribulations sexuelles à Chicago. La dernière ayant été adaptée au cinéma en 1986 sous le titre À propos d'hier soir par Edward Zwick, un autre enfant de Windy City. But then I remember you saying to me something like, but I'm always happy to come back to Chicago because that always means something. I remember thinking, this city really does mean something to you. My good friend Rudyard Kipling, right? He said, we've only one virginity to lose, and where we've lost it, there our hearts shall be. Contrairement à David Mamet, Andrew Davis ne se trimballe pas avec une étiquette de cinéaste-auteur, loin de là. Au mieux, on le considère comme un faiseur compétent et parfois inspiré, dans la même veine que les John Badham, Stephen Hopkins, Wolfgang Petersen et autres Roger Spottiswoode, qui semblent tous avoir disparu de la circulation dans le courant des années 2000. Mais s'il y a une chose qui apporte un peu de personnalité au cinéma d'Andrew Davis, c'est clairement l'attachement qu'il porte à Chicago. La ville a accueilli les tournages de 6 de ses films, dont certains ont été coproduits par sa société répondant au nom de Chicago Pacific Entertainment. Le plus abouti de tous est sans conteste Le Fugitif avec Harrison Ford, un autre produit made in Chicago. You studied under Professor Ravenwood at the University of Chicago. Yes, I did. C'est aussi celui qui tire le mieux parti de la ville, que ce soit en termes de récit ou de mise en scène. The location becomes a character in the movie, and that definitely was in my mind for this. The idea of this little character being lost in this maze of humanity, trying to hide and discover, was the basis for those aerials that we used in the picture.
La scène de la parade de la Saint-Patrick est un bon exemple d'exploitation maligne de ce que Chicago a à offrir en tant que décor. Et cette idée, on la doit entièrement à Andrew Davis. This is strictly an Andy Davis moment. It's not in the script. I wanted to shoot St. Patrick's Day Parade as part of the fabric of Chicago because it's huge. Balancer ces comédiens comme ça au milieu de la foule en espérant en tirer un vrai moment de cinéma, ça ne vous rappelle rien? Eh oui, l'influence de Medium Cool est revendiquée avec une certaine fierté par Andrew Davis, puisqu'il a justement débuté sa carrière en tant qu'assistant caméraman sur ce film et qu'il considère Haskell Wexler comme son mentor. Il pousse l'affiliation encore plus loin en intégrant dans son montage un plan volé du maire de Chicago, qui n'est autre que le fiston du fameux Richard G. Daley filmé à son insu par Wexler 25 ans plus tôt. La quête de vérité de Richard Kimball le conduit le temps d'une séquence aux urgences du Cook County Hospital. Cet établissement, qui est le plus grand du pays, va servir de modèle l'année suivante au County General, l'hôpital fictif au cœur de la série d'urgence. À l'origine de ce projet, il y a le romancier, réalisateur et ancien étudiant en médecine Michael Crichton. L'idée de montrer en fiction le quotidien d'un service d'urgence lui est venue très tôt dans sa carrière, mais il l'a d'abord envisagé sous la forme d'un film qui n'a jamais trouvé de producteur. L'association se fera finalement 2 décennies plus tard avec Steven Spielberg dans le sillage du triomphe de Jurassic Park et pour la télévision. Malgré les années et le changement de format, Crichton n'a jamais dévié de son idée de placer son récit dans un community hospital de sa ville natale. Sauf qu'au milieu des années 90, toutes les séries ou presque étaient tournées à Los Angeles, y compris celles qui sont intrinsèquement liées à une grande ville. Urgence n'échappe malheureusement pas à cette règle, de même que d'autres shows chicagoans dans l'âme, comme la sitcom Marié 2 enfants, ou Chicago Hope, un drama médical qui a lui aussi fait ses débuts à la rentrée 1994. Néanmoins, plusieurs fois par saison, George Clooney et ses petits camarades devaient quitter le plateau de la Warner Bros à Burbank pour aller mettre en boîte des scènes d'extérieur avec le L ou les buildings de Wabash Avenue en arrière-plan. 2 ans plus tard, la sympathique série Demain à la Une, dans lequel le Chicago Sun-Times tient une place essentielle, sera elle intégralement tournée sur les lieux mêmes de l'intrigue. Cette démarche naturaliste va s'accentuer dans les années 2000 et 2010 et trouver son accomplissement dans la série Netflix Sense8, qui est littéralement tournée aux 4 coins du globe. San Francisco, Mexico, Séoul, Mumbai, Nairobi, Berlin, Londres, Reykjavik et Chicago, qui est le foyer de l'un des Sense8, le policier Will Gorski. Et c'est plutôt normal parce que c'est aussi la ville natale des sœurs Wachowski qui le revendiquent d'ailleurs avec une certaine fierté. I traveled to go to work sometimes and I always ended up coming back here. I think it's my favorite city out of all the cities I've been to and I will die here. Écrit au début des années 90, leur premier script, Carnivore, qui n'a jamais été filmé, et c'est bien dommage, se déroulait déjà à Windy City. Après s'en être éloigné un temps, les 2 réalisatrices ont renoué avec la ville en 2007, quand elles ont acheté et rénové à grands frais un bâtiment du quartier de Ravenswood dans le Northside pour en faire leur bureau. C'est là, à KinoWorks, qu'elles ont développé leur dernier projet en commun. Quelques mois avant Sense8, le film Jupiter Ascending s'efforçait aussi de mettre Chicago en valeur. Notamment dans cette course-poursuite complètement folle en apesanteur au milieu des buildings du centre-ville, qui a mis un temps fou à être tourné car les 2 réalisatrices tenaient absolument à ce que chaque plan bénéficie de la lumière très spécifique de leur magie. Comme les Wachowski, John Tintori et Mary Cybulski forment un duo créatif qui s'est fait connaître dans la moitié des 90s avec un premier long métrage tourné à l'économie, El Cab, également connu sous le titre de Chicago Cab. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien c'est normal, puisque le film a vite fini aux oubliettes et que le couple de metteurs en scène s'est ensuite spécialisé dans d'autres domaines du cinéma. Mais s'il y a une chose à retenir de ce El Cab, c'est sa prétention à radir le titre de Most Chicagoan Movie Ever. Non seulement parce que l'intrigue se passe en grande partie à bord d'un taxi sillonnant la ville, mais aussi parce que son casting est quasi intégralement peuplé de comédiens nés ou formés au métier à Chicago. Paul Dillon dans le rôle principal, Gillian Anderson, John C. Reilly, Tracy Letts, Michael Shannon, Laurie Metcalf, Harry Lennox, Kevin J. O'Connor, Moira Sinise, Rob Dean, ou encore John Cusack, qui comme on l'a vu refera du Chicago Porns 3 ans plus tard avec un chouïa plus de succès. Bon, je vous rassure, cette liste de réalisateurs de Chicago qui font des films à Chicago sur Chicago touche à sa fin. Mais il nous reste encore à affronter le boss final. Parce que oui, malgré leurs louables efforts, tous les Michael Mann, Andrew Davis, Joe Swanberg, David Mamet, Wachowski et compagnie ne peuvent absolument pas rivaliser avec le seul et unique roi de Chicagoland. Pour
bon nombre de cinéphiles, John Hughes, c'est celui qui a donné ses lettres de noblesse au teen movie au milieu des 80s avec un tir groupé de films explorant le spleen adolescent, quitte à verser à l'occasion dans le délire fantastique. Mais pour d'autres, c'est le mec à qui on doit Maman j'ai raté l'avion, un film au succès aussi colossal qu'inattendu, qui va pousser John Hughes à partir à fond les ballons dans la comédie familiale pendant toute la décennie des 90s. Mais il n'y a pas que des teenagers désabusés, des gamins tête à claque et des animaux mignons dans la filmographie du bonhomme. Il s'est aussi intéressé aux post-ados qui découvrent le sens des responsabilités, et aux quadras qui aimeraient bien y échapper. Il a donné dans la comédie potache labellisée National Lampoon à ses débuts, et a pris sa retraite après une rom-com calibrée pour la ménagère de moins de 50 ans. Ah, et puis c'est aussi lui qui a eu la drôle d'idée de faire un remake américain des Visiteurs. Tout ça pour dire qu'il y a à boire et à manger chez John Hughes. Mais s'il y a bien une constante dans sa volatile carrière, c'est sa volonté farouche de tourner au maximum à Chicago et dans sa banlieue proche. Sur les 37 longs métrages où il est crédité en tant que scénariste, réalisateur ou producteur, 22 sont au moins partiellement made in Illinois. S'il l'avait pu, il aurait probablement fait tous ses films là-bas, mais les studios ne l'ont pas laissé faire, et l'ont même contraint un temps à plier bagages pour Los Angeles, à son grand désespoir. Chicago est une ville ouvrière où les gens vont à leur travail, élèvent leurs enfants et vivent leur vie. À Hollywood, je suis obligé de traîner avec des types qui n'ont pas à payer quand ils vont au cinéma. Mais New York trouvait encore moins grâce à ses yeux. Je suis fondamentalement quelqu'un de Chicago, et Ferris Bueller est en quelque sorte une lettre d'amour à cette ville. Plus les gens seront contrariés par le fait que je tourne là-bas, plus j'aurai envie de le faire. C'est marrant, personne ne demande jamais à Woody Allen pourquoi il filme toujours à New York. L'Amérique a une telle vénération pour New York, alors que pour moi, ce n'est qu'un horrible gouffre en décomposition. Alors laissez donc les habitants de Chicago profiter de Ferris Bueller. Bon, alors quand on regarde ce spot de pub géant pour la grosse pomme qui est Maman j'ai encore raté l'avion, on pourrait penser qu'il a révisé son jugement. Mais en réalité, John Hughes et son comparse Chris Columbus se sont débrouillés pour filmer la plupart des scènes new-yorkaises du film à Chicago. Et d'ailleurs à ce sujet, est-ce que vous aviez remarqué que le coffre à jouets de Duncan n'était autre que le QG des Incorruptibles? Et pourtant, à la base, John Hughes n'est pas un authentique Chicagoan, puisqu'il a grandi dans l'état voisin du Michigan, à Grosse Pointe plus précisément, un coin assez chic de la banlieue de Détroit. Ce qui explique sûrement pourquoi le personnage de Cameron dans La folle journée de Ferris Bueller se trimballe pendant tout le film avec un maillot aux couleurs de Red Wings, l'équipe de hockey locale. Quand il avait 12 ans, les parents de John Hughes ont déménagé à Northbrook, une petite ville collée au lac Michigan, à une vingtaine de kilomètres au nord de Chicago. C'est dans cette paisible bourgade, autrefois connue sous le nom de Schermerville, que le futur cinéaste a passé ses années lycée. Ce décor va donc très fortement l'inspirer pour la série de teen movie qu'il a dégainé entre 1984 et 1986, et qui se déroulent tous dans un bled fictif du North Shore qu'il a baptisé Schermer. Shermer High School, Shermer, Illinois. 60062. Eh ben ouais, les Cinematic Universe, ça existait déjà dans les années 80. Comme les scènes post-génériques d'ailleurs. You're still here? It's over. Go home. D'une certaine façon, le Schermerverse continue encore de perdurer aujourd'hui, tant l'impact de John Hughes sur le genre du teen movie a été décisif. Et oui, depuis 35 ans, dès qu'un film ou une série tente de dresser une peinture juste et honnête des atermoiements de l'adolescence et des dynamiques sociales à l'œuvre au lycée, l'ombre du cinéaste n'est jamais loin. La plupart revendiquent ouvertement l'influence du maître, et certains poussent même l'hommage en situant leurs intrigues dans le North Shore qu'ils chérissent tant. Chris Columbus, de son côté, a suivi son propre chemin après ses 3 collaborations coup sur coup avec John Hughes. Mais chaque fois qu'il revient en tant que réalisateur ou producteur au genre du film de Noël qui a fait sa gloire, vous pouvez être sûr que Chicago va avoir une petite place dans l'histoire, comme au bon vieux temps des Home Alone. Après l'échec bien mérité, il faut le dire, des Visiteurs en Amérique, et quelques ultimes bafouilles sous le pseudonyme d'Edmond Dantès, John Hughes s'est complètement retiré de l'industrie du cinéma pour vivre dans une ferme au fin fond de l'Illinois, et ce jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque en 2009. Cette année-là, l'Illinois a mis en place un crédit d'impôt de 30% en faveur de toutes les productions pour le cinéma et la télévision qui se déroulent dans l'État. Ce programme d'incitation fiscale semble avoir eu l'effet escompté, puisque de 14 longs métrages tournés à Chicago en 2009, on est remonté à 23 dès l'année suivante, avec tout ce que ça implique d'emplois générés et de dollars dépensés en location de matériel, restauration, hébergement, etc. etc. En 2011, Cinespace Studio, un complexe de production basé du côté de Toronto, a ouvert une succursale à Chicago, confiée aux bons soins d'un enfant du pays, Alex Picios. En 10 ans, celui-ci en a fait un lieu absolument incontournable pour la production de longs métrages et surtout de séries. Des dizaines de shows ont profité de ses 35 plateaux de tournage et de ses studios de post-prod flambant neufs, répartis sur 250 000 m² dans le district de North Lauderdale.
Le légendaire producteur Dick Wolf, si longtemps attaché à New York, y a pris ses quartiers en 2012 avec la série Chicago Fire, qui en est aujourd'hui à sa 11e saison. Depuis, pas moins de 3 spin-offs ont été lancés à tour de rôle sur NBC, chacune centrée sur une corporation de la ville des vents, Chicago PD, Chicago Med et Chicago Justice. À l'heure qu'il est, la Chicago franchise approche doucement des 600 épisodes cumulés, soit de quoi binge-watcher H24 pendant 3 semaines. Fin 2021, CineSpace Studio a été revendu pour 1,1 milliard de dollars à une société d'investissement immobilier qui entend bien poursuivre l'expansion de la Hollywood du Midwest, comme on l'appelle désormais. D'autres plateaux de tournage doivent ouvrir leurs portes en 2023 dans un vieil entrepôt du Northwest Side, ou encore dans une aciérie abandonnée du South Shore, vestige du passé industriel de Chicago. L'un des projets est défendu par le producteur de The Chi, Derek Dulkey, et le rappeur et comédien Common, tous deux originaires du South Side. Comme quoi, même quand on croit avoir fait le tour des artistes chicagoans déterminés à mettre leur ville en valeur, on continue d'en trouver. Mais pendant que certains rêves se concrétisent, d'autres s'éteignent. En 2018, faute de projet, les sœurs Wachowski ont été contraintes de revendre KinoWorks, leur havre de création et co-responsable dans le North Side. Lily Wachowski s'est ensuite impliquée à différents niveaux dans la série Work in Progress, une série 100% made in Chicago, portée par la comédienne A.B. McEnany, formée à Second City. Mais malheureusement, en début 2022, la chaîne Showtime a décidé de ne pas la renouveler après 2 saisons au succès très confidentiel. George Lucas, lui, a dû renoncer à l'implantation à Chicago de son musée consacré à l'art de la narration sous toutes ses formes. Un collectif local a en effet réussi à empêcher la mise en chantier de ce vaste projet qu'il porte depuis la revente de sa société à Disney. Le Lucas Museum of Narrative Art devrait finalement voir le jour en 2025 à Los Angeles. Autre coup dur pour la ville des vents, le 3e volet de la saga Barbershop que les fans hardcore de Ice Cube ont attendu pendant 12 ans n'a pas été tourné sur place, contrairement aux 2 premiers. À l'exception de quelques plans aériens filmés au drone, l'intégralité des prises de vue s'est déroulée à Atlanta, soit un bon millier de kilomètres de là. Mais alors, pourquoi un film qui se présente comme une déclaration d'amour à Chicago doit-il s'expatrier dans le vieux sud? Dear Chicago, I know I was hard on you before, but here's the thing. If there's one thing I know about you, it's that you know how to bounce back. Est-ce que c'est à cause de la violence qui gangrène plus que jamais ces rues, une situation que le film dénonce d'ailleurs à sa manière? Eh bien oui, c'est possible. Mais bon, il faut aussi savoir que la Géorgie pratique une politique de crédit d'impôt encore plus agressive que l'Illinois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une bonne partie des productions du MCU y ont élu domicile depuis Ant-Man, mais aussi les 2 derniers Hunger Games, Baby Driver, Zombieland, les films de Tyler Perry, ou encore les séries Stranger Things, The Walking Dead, Watchmen, Ozark, Cobra Kai, etc. etc. Dans ce contexte ultra compétitif, le gouverneur de l'Illinois, tout juste nommé, a jugé bon de reconduire jusqu'en 2026 le dispositif d'incitation fiscale, quand bien même l'État affiche un déficit budgétaire majeur. Bon, le fait que Dick Wolf ait menacé de délocaliser sa juteuse Chicago franchise, si le crédit d'impôt venait à disparaître, n'est sans doute pas étrangère à cette décision. Difficile donc de savoir comment les choses vont évoluer. Avec le récent retour en arrière de la Géorgie sur la question de l'IVG, les boîtes de prod pourraient chercher à privilégier les États jugés plus progressistes, comme l'Illinois, et donc naturellement Chicago. Mais les difficultés de la municipalité à juguler la criminalité dans certains quartiers vont peut-être aussi les conduire à envisager d'autres options. Parmi celles-ci, il y a la technologie Stagecraft, mise au point par ILM pour le Mandalorian, et qui a depuis profité à toutes les autres séries Star Wars sur Disney+, ainsi qu'à quelques films. Bon, vous connaissez sûrement le principe. Les scènes sont tournées au sein d'un volume tapissé de panneaux LED sur lesquels on projette des décors modulables en quelques clics. Les comédiens sont aux anges, ça les change des bons vieux fonds verts. Et le réalisateur, lui, peut demander à ce qu'on ajuste en temps réel la lumière, la colorimétrie, la focale, la profondeur de champ, etc. etc. Mais bon, ça implique aussi qu'on ait recours en pré-prod à des armadas d'infographistes pour modéliser ces arrière-plans entièrement virtuels, bien que parfois obtenus à partir de sources réelles. Le directeur de la photo, Greg Fraser, qui a étraîné le procédé sur les premiers épisodes du Mandalorian, s'en est allègrement servi l'an passé pour les besoins de The Batman. Et il a prouvé que Stagecraft était parfaitement compatible avec la représentation d'environnements urbains réalistes. Alors, est-ce qu'on doit y voir le début de la fin pour les tournages in situ, avec seulement des équipes très réduites envoyées sur les vrais lieux de l'action afin de collecter des données en ultra haute définition? Ben, pas sûr que tout le monde au sein de l'industrie hollywoodienne soit ok avec cette façon de faire. Et puis, s'il y a bien une chose que l'histoire de la représentation de Chicago au cinéma nous a prouvé, c'est qu'au final, tout ça n'est qu'une affaire de cycle. Mais personnellement, j'aurais tendance à parier que tant qu'il y a des cinéastes qui verront le jour à Chicago, alors il y aura des films qui seront tournés à Chicago. You're not approve of your methods. Well, you're not from Chicago. Et voilà, c'est la fin de notre petite virée au cœur de Chicagoland, la Hollywood du Midwest. J'espère que la balade vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo.
Et si vous voulez laisser un petit pourboire pour le guide, c'est sur KissKissBankBank, Patreon ou en souscrivant à notre chaîne que ça se passe. Encore merci à nos soutiens et à bientôt.